Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me servir de ce cadran solaire. Un quoi? Un cadran solaire. Tu vois cette partie verticale? Elle permet de lire l'heure avec le soleil grâce à l'ombre projetée sur le cadran. Mais il faut bien orienter le cadran vers le nord géographique, que tu cherches à l'aide de la boussole. Ah, il est exactement 3 heures. Mais non, regarde. Tiens. Je comprends pas. Tu as dû certainement faire une erreur dans ton calcul. Ah non, c'est impossible. J'ai fait exactement comme décrit dans le livre. Bon, demandons à l'ordinateur de nous aider. Ouais, ordi! Oh! Salut! Bonjour, ce petit problème d'heure vous tracasse? Il faut que vous sachiez d'abord que l'heure indiquée par vos montres diffère de celle donnée par le cadran solaire. Donc, je ne me suis pas trompé dans mes calculs tout à l'heure. Non, mais l'heure donnée par le cadran solaire n'est pas fausse non plus, puisque c'est l'heure du soleil. Mais dans les pays européens en été, nous avançons nos montres de 2 heures par rapport à l'heure du soleil. Cela nous permet de profiter davantage de la lumière du jour. Je vois! Comment les hommes ont-ils appris à mesurer le temps? D'abord, savez-vous pourquoi les hommes ont éprouvé le besoin de le mesurer? Moi, je ne sais pas. Suivez-moi. Nous n'avons rien attrapé. Et vous? Ben nous non plus, on n'a pas vu une seule bête, c'est Allons incroyable. nous manger. Mais que se passe-t-il ici? Les neiges ont déjà fondu, mais le gibier n'est pas encore revenu. Je vous l'avais bien dit, moi. Il fallait encore attendre que 2 lunes se passent avant de partir chasser. Oui, mais notre sorcier avait dit que le soleil était assez haut et que les beaux jours étaient proches. Le sorcier l'a Les dit. chasseurs n'ont aucun moyen fiable de mesurer le temps qui s'écoule et de prévoir le retour des saisons. Quand le soleil est aussi haut dans le ciel, alors les bêtes reviennent. Pas du tout. Il fait encore trop froid la nuit et il faudra attendre 2 pleines lunes au moins avant de revoir les animaux. Oui, tu as peut-être raison. Oh non, déjà! Et regardez le soleil, regardez! Le soleil se couche. Ah zut, qu'est-ce que j'avais dit? Les jours sont encore trop courts. Voilà pourquoi il n'y a pas de gibier. Rentrons. D'accord. Oh, 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 oh! Je crois que nous devrions attendre encore un peu pour semer les graines. si, Ah, si, si, j'en suis sûr, c'est beaucoup trop tôt. Et toi là? Qu'est-ce que c'est? Enfin, voyons, petit, on ne joue pas avec ça? Excusez-moi. Vous avez l'air tous tellement préoccupés. Quel est votre problème? Nous hésitons à semer. À mon avis, nous devrions les semer maintenant. Ah, cette histoire de semaille, c'est un vrai casse-tête. Oui, il est difficile de choisir le bon moment pour être sûr de pouvoir faire la moisson avant que les mauvais jours reviennent. Mais comment sont-ils parvenus à s'y retrouver? Pour mesurer le temps, les hommes ont commencé par observer des cycles de la Lune et du Soleil qu'ils voyaient tourner dans le ciel de façon régulière. Les premiers chasseurs et agriculteurs ont réalisé que les meilleures époques pour la chasse et les récoltes dépendaient des saisons. En observant les mouvements du Soleil, ils se sont aperçus que le solstice d'été correspondait au jour le plus long de l'année et le solstice d'hiver au jour le plus court. Voilà ce qu'il reste du sanctuaire de Stonehenge, construit il y a plusieurs milliers d'années en Angleterre. Sur ces blocs, les hommes observaient les mouvements du Soleil et de la Lune. Le sanctuaire est l'ancêtre du calendrier et le premier observatoire astronomique. Oh, ces hommes étaient très astucieux. Hmm, Mais dis-moi, Ordi, pourquoi la durée du jour et de la nuit change selon les saisons? je sais. Attends. Dis-nous, pourquoi? Eh bien, parce que... Regardez, je vous amène du soleil, c'est chouette, non? Comme vous le savez sûrement, c'est le soleil qui éclaire la Terre. Vous savez également qu'il n'en éclaire jamais qu'une moitié à la fois. Oui, bien sûr. Donc, vous savez aussi que la Terre tourne sur elle-même. Oui, nous le savons. Et nous savons aussi que la Terre tourne autour du Soleil. Oui, notre planète ne tient jamais en place. En plus, l'axe de la Terre est incliné de 23 degrés 27 minutes par rapport à la perpendiculaire au plan sur lequel elle tourne autour du Soleil.
Pendant la rotation de la Terre autour du Soleil, son axe reste toujours parallèle à lui-même. Ainsi, dans l'hémisphère nord en hiver, les rayons du Soleil sont très inclinés par rapport à la surface de la Terre. L'énergie reçue du Soleil est étalée sur une grande surface. Voilà pourquoi il ne fait pas très chaud. Et en été, eh bien c'est exactement le contraire. Les rayons du Soleil tombent presque droit sur le sol et chauffent beaucoup. Et c'est à cause de cela qu'il y a chaque année dans les pays tempérés 4 saisons bien distinctes pendant lesquelles la durée du jour et de la nuit ne sont jamais les mêmes. Un seul cadran faciliterait la mesure, mais comment faire? Oh! Tiens, vous avez 2 cadrans solaires, lequel des 2 est le bon? Mais ils sont bons tous les deux. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, nous en utilisons un en été et l'autre en hiver. C'est très simple, les Babyloniens divisaient la journée en 2. Du lever du soleil à midi, ils comptaient 6 heures, et de midi au coucher du soleil, ils recomptaient 6 heures, soit 12 heures au total. L'ennui, c'est que le jour est plus long en été qu'en hiver. Donc il leur fallait plusieurs cadrans solaires selon les saisons. Oui, et nous avons réduit leur nombre à 2, un pour l'été et un pour l'hiver. Évidemment, à votre époque, il est difficile d'imaginer que la durée d'une heure était différente en été et en hiver. Les cadrans solaires ont considérablement évolué par la suite, en devenant de plus en plus précis. On en trouvait des portatifs et d'autres plus sophistiqués, dont la tige mobile s'adaptait à chaque saison. Certains permettaient même de lire l'heure en fonction du mois. Oh, celui-ci ressemble à celui que j'ai fabriqué. Oui, il suffit donc de l'orienter vers le nord pour lire l'heure du soleil. Bon, passons à l'horloge à eau. Aïe! Et doucement! Oh, excusez-moi! Ah, je comprends. Cette noix de coco vous sert à mesurer le temps. Oui, nous mesurons le temps en nombre de noix remplies. Ah, elle coule! Hé, ça y est! Vous frappez le gong à chaque fois qu'elle coule? Et vous recommencez à chaque fois? Mon Dieu, que ce travail doit être ennuyeux, pauvre garçon. Mais en utilisant l'écoulement régulier de l'eau dans la noix, les hommes avaient créé la première forme d'horloge. Les Égyptiens, puis les Grecs, ont développé l'horloge à eau en la rendant de plus en plus précise. Voici une horloge à eau chinoise révolutionnaire, non? Oui, mais quel fardeau de toujours devoir s'en occuper. Zut, il faut encore la remplir. Le problème, c'est que cette horloge n'est pas précise. Pour remédier à ce défaut, il faudrait obtenir un débit d'eau plus régulier. Mais oui, si on prenait 3 bassins. Pourquoi pas? Dans ce cas, pourquoi ne pas en rajouter un 4e? Bonne idée! Revenons dans la Grèce antique. On y utilisait l'horloge à eau de façon très originale. Dites-moi, citoyen, mais que faites-vous avec cette eau? C'est simple, je mesure le temps écoulé. Ah, que voulez-vous dire par là? Il est accordé à l'accusation et à la défense le même temps de parole. On calcule ce temps en fonction de la quantité d'eau écoulée dans ce bassin. Arrêtez, ça va déborder! Je vais peut-être un peu manquer de discrétion, mais les Grecs améliorèrent encore le mécanisme de l'horloge à eau. Suivez-moi! Et voici la tour des vents à Athènes en Grèce. Elle servait aussi d'horloge publique. À l'intérieur de cette tour, le physicien grec Ctésibios a construit une horloge à eau très précise. Oh, super! Mais qu'a-t-elle de si original? Eh bien... Le flotteur jaune permet de faire varier automatiquement l'alimentation d'eau, de sorte que l'écoulement en bas reste constant. En régularisant le débit de l'eau, on gagne en précision. Très judicieux. J'ai le mal de mer. On se demande vraiment comment les hommes peuvent inventer des choses pareilles. Cesse donc de faire le pitre et creuse un peu ta petite cervelle. La réponse à la question coule de source. J'ai la chair de poule. Vous vous moquez de moi alors que j'ai failli attraper une pneumonie. Mais non, Ordi, on se moque pas de toi. Si. Tu te fais des idées. Allez, arrête de bouder et continue ton histoire. C'est bien vrai? Très bien, où en étais-je? Ah oui. Avec les inventions de l'horloge à eau, du sablier et bien plus tard de l'horloge mécanique,
Les hommes sont progressivement passés d'un découpage du temps irrégulier à un découpage régulier. Vous comprenez? C'est quoi ce découpage régulier? Je vais d'abord vous expliquer ce qu'était qu'un découpage irrégulier. Résumons-nous. De l'aube au coucher du soleil, les anciens comptaient 12 heures. Et du coucher du soleil à l'aube, ils comptaient encore 12 heures. Mais comme les jours sont plus longs en été qu'en hiver, la durée d'une heure n'était pas la même selon les saisons. C'est simple, mais avouez que ce n'était pas très pratique. Ah, je comprends. C'est quand même bizarre que la durée d'une heure varie d'une façon élastique d'une saison à l'autre. Hein? Quoi? On a donc découpé une journée en 24 heures égales sans se préoccuper du jour et de la nuit? Ainsi, la durée d'une heure reste toujours la même, c'est ça, Ordi? Oh, les élèves finissent par en savoir trop. Bon, continuons. La première horloge mécanique a été inventée au XIIIe siècle. Les Italiens et les Allemands ont été des pionniers dans ce domaine. Savez-vous à quoi ressemblait cette horloge? Cette pièce s'appelle le balancier. Oh, super, on peut s'y balancer. Mais écoutons les horlogers. Le poids fournit l'énergie à l'horloge. Et la roue crantée rythme la descente du poids. Tu vois, Ordi, ce système de régulation à balancier représente l'innovation la plus importante de l'horloge mécanique. Et le balancier, c'est la barre que tu chevauches en ce moment. Enfin, il ne manque plus à ce dispositif qu'un cadran pour indiquer l'heure. Mais le balancier reste la partie la plus délicate à régler. Waouh, quel système génial! Et les aiguilles donnent l'heure? Pourtant, nous butons sur un gros problème. Quand nous comparons cette horloge avec le cadran solaire de l'église, nous constatons plus d'une demi-heure de différence par jour. Quoi? Plus d'une demi-heure? C'est pourquoi les horloges, à cette époque, n'avaient qu'une aiguille, celle qui indique les heures. Bien sûr, avec une différence de 30 minutes, l'aiguille des heures est suffisante. En dépit de ce défaut, l'horloge est peu à peu entrée dans la vie quotidienne, et en premier lieu dans les monastères, où elle sonnait l'heure de la prière. Et là, l'horloge d'un beffroi dont la cloche s'entendait très loin. C'était très pratique pour les gens qui vivaient en ville. Comme à Londres, par exemple, avec le fameux Big Ben. Enfin, en remplaçant le poids par un ressort, l'horloge mécanique a connu une grande amélioration. Regardons ce mécanisme de plus près. Vous voyez à droite, le ressort est tendu au maximum. Quand il se détend, il entraîne la roue dentée à gauche. Le cône sur lequel s'enroule la ficelle permet à la roue dentée de conserver une vitesse de rotation constante. Mais avant d'en arriver là, plusieurs savants s'étaient penchés sur le problème. Galilée avait le premier établi les lois du pendule simplement en observant une lampe se balancer. Cette découverte de Galilée inspira beaucoup Christian Huygens, qui conçut sa première horloge à pendule en 1657. Huygens était un physicien hollandais très célèbre. Oh, zut. Ça ne va pas. Essayons un pendule plus lourd. C'est encore trop léger. Ouais! Ça ne marche pas. Et un pendule trop lourd risquerait d'endommager les roues. Il faut que je trouve une autre solution. Il fallait lancer le pendule une trentaine de fois pour mettre en marche l'horloge de Huygens. Voilà le problème. Malgré ce défaut, sa précision était de quelques minutes par jour. Huygens remédia très vite au défaut de son horloge en fabriquant cette pièce, l'encre régulatrice. Le pendule entraîne l'encre qui impose à la roue un mouvement régulier. Et voilà, grâce aux oscillations d'un pendule, on a un système qui découpe le temps de façon régulière. Huygens venait de fabriquer la première horloge à pendule. Mais il n'était pas vraiment satisfait. Il chercha longtemps à remplacer le pendule par autre chose. Un jour, il eut une idée géniale. Qu'est-ce que c'est? Un ressort spiral qui va réguler le mécanisme de l'horloge. Il est fixé sur le mécanisme à la place du pendule. Quand on tend le ressort, tout le mécanisme s'accélère. Quand on le détend, tout le mécanisme se ralentit. Enfin, j'ai trouvé! Ne dit-on pas qu'il faut suivre ses intuitions? Ouais, bravo, monsieur Huygens, vous avez enfin réussi! Mais pourquoi les hommes ont-ils donc besoin d'une horloge aussi précise? Oh! Dès le XVIIe siècle, il était important pour les navigateurs de pouvoir se repérer très précisément en mer. On trouve la position d'un bateau en calculant sa latitude et sa longitude. Il est facile de calculer la latitude que l'on occupe entre l'équateur et le pôle en mesurant l'angle que fait l'horizon avec l'étoile polaire.
Mais pour calculer la longitude, le problème est plus compliqué. La longitude est l'angle que fait le méridien sur lequel on se trouve par rapport au méridien de Greenwich. Pour ce calcul, on a besoin d'horloges très précises et très fiables. Si on ne peut pas calculer correctement la position de son bateau, on risque le naufrage. Ouais, un naufrage, non! Oh, Ordi! Tu m'as fait peur! Mais comment calcule-t-on la position d'un bateau avec une horloge? Hein? Je sais pas. Rien de plus simple. Le jour du départ, tu règles ton horloge sur midi lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. Puis lorsque tu veux connaître ta longitude, tu regardes l'heure qu'indique l'horloge lorsqu'il est midi au soleil, à l'endroit où tu te trouves. Ici, ton horloge indique 3 heures. Ce décalage te permet de calculer l'angle parcouru depuis ton départ. Après Huygens, les horloges ont été considérablement améliorées. En 1761, l'Anglais John Harrison inventa une magnifique horloge marine appelée chronomètre. Lors d'un voyage à la Jamaïque qui dura 9 semaines, le chronomètre d'Harrison n'accusa un retard que de 5 secondes. Vous me suivez toujours? Très bien. J'ai quelque chose de passionnant à vous montrer. Nous sommes au Japon pendant l'époque Edo, vers la fin du 19e siècle. La première horloge mécanique arriva au Japon en 1549. C'est Saint François Xavier qui l'offrit au seigneur qui le reçut. À cette époque au Japon, les gens vivaient encore avec un découpage du temps irrégulier. L'horloge s'est peu diffusée dans le pays. On la considérait surtout comme une œuvre d'art. Je t'en prie, redresse-toi. Mon maître vient de te demander de te redresser. Je m'appelle Isashige Tanaka. Je tiens une boutique de farce et attrape. C'est donc toi l'inventeur de cette somptueuse horloge universelle qui se trouve là? Oui, maître. Je n'en ai vu d'aussi belle de ma vie, n'est-ce pas, Sandayu? Oui. Relève-toi donc, Isashige. Mon maître aimerait savoir comment elle marche. Très bien. Cette horloge donne l'heure du Japon, mais aussi celle des pays occidentaux. Et elle possède un calendrier sur ce côté. Elle indique également les mouvements du soleil et de la lune. Cette horloge est une merveille, n'est-ce pas, mon cher Sandayu? Oui. Mon maître aimerait beaucoup acheter ton horloge. Cette attention me touche beaucoup, maître. Quoi? Il dit... Oh. Jamais je n'aurais imaginé un tel prix. Mon maître désirait savoir si tu accepterais de baisser le prix de ton horloge universelle. J'ignore si ce seigneur a vraiment existé et à quoi il ressemblait. Mais cette magnifique horloge universelle était l'une des rares horloges précises qui existaient dans le monde à cette époque-là. Hélas, cette horloge que l'on peut encore admirer aujourd'hui coûtait beaucoup trop cher et jamais personne ne put l'acheter. N'importe qui de nos jours peut s'acheter une horloge ou une montre, car on en fait de toutes les tailles et pour toutes les bourses. L'horlogerie a fait de très grands progrès. Voici une montre à quartz, par exemple. Regardons à l'intérieur. Le courant électrique fourni par la pile excite un cristal de quartz qui se met à vibrer. Les vibrations sont parfaitement régulières. Elles permettent d'obtenir une précision incomparable. Voici l'horloge la plus sophistiquée et la plus précise que les hommes aient conçue. Cette grosse machine ne ressemble pas vraiment à une horloge, n'est-ce pas? Il s'agit d'une horloge atomique. Les ingénieurs disent qu'elle ne dévie que d'une seconde en 300 000 ans. Incroyable, non? Quel progrès fantastique depuis le cadran solaire, n'est-ce pas? Bon, vous avez compris? Oui, Ordi, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Ordi. Encore une chose. Savez-vous que dans le monde entier, on règle l'heure sur le temps moyen de Greenwich? Le temps moyen de Greenwich? Oui, nous savons que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, vous êtes bien d'accord? Ce qui veut dire qu'il ne fait pas jour ou nuit partout en même temps. Cela suppose donc que l'heure change selon le pays où vous vous trouvez. Oui, pour simplifier les calculs, on a découpé la Terre en 24 parties égales, soit le nombre d'heures de la journée. Chacune de ces parties est un fuseau horaire. Chaque fuseau horaire couvre 15 degrés. Donc, tous les 15 degrés, on change de fuseau et donc d'heure. Ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs fuseaux horaires sur un même pays, donc plusieurs heures différentes. Et en Europe, quelle heure utilisons-nous? L'heure d'hiver en Europe est en avance d'1 heure par rapport au temps de référence de Greenwich. Et en été, nous avançons encore nos montres d'1 heure. Ce qui fait une différence de 2 heures avec le temps de Greenwich. Voilà pourquoi ma montre n'indiquait pas la même heure que le cadran solaire. Il existe aussi le temps atomique international.
Exact. Les horloges atomiques ne comptent plus en utilisant la rotation de la Terre, mais grâce à une caractéristique physique de l'atome de césium. Or, il y a une petite différence entre le temps de Greenwich et le temps atomique. L'heure de Greenwich n'est donc pas exacte alors? Non, rassure-toi, il s'agit d'une différence tellement minuscule qu'elle n'affecte pas notre vie de tous les jours. Mais cette différence peut être importante pour la navigation ou pour les sciences exactes qui demandent des calculs très précis, comme l'astronomie par exemple. Si je comprends bien, les hommes utilisent deux systèmes de mesure du temps. Oui, car depuis 1972, nous avons adopté le temps atomique international mesuré par les horloges atomiques. Eh mais, comment coordonne-t-on les deux systèmes? Nous rattrapons la différence entre les deux en corrigeant régulièrement d'une seconde ou deux le temps atomique. Cela permet de remettre les deux systèmes à la même heure. Exactement. Oh, je me demande jusqu'où ira la précision de ces horloges. Moi aussi. Enfin, l'important, c'est d'être toujours à l'heure. Oh. Ordi, le frère de monsieur l'ingénieur. C'était délicieux. Hé, à quoi tu joues? Oh, une montre qui sonne. Bonjour, suis-je bien chez Jérémy? Oui, c'est moi. Waouh! Salut Jérémy, tu viens de m'appeler? Oui, que dirais-tu de passer chez moi? D'accord, j'arrive. Waouh! Une montre téléphone. Génial, hein? C'est vraiment super.